Merci de nous recevoir sur cette tribune pour vous donner l'essentiel de l'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de le faire. Et c'est parti avec votre magazine Z Prime, votre tranche vespérale qui vous permet de mieux comprendre l'actualité économique en RDC. Nous allons débuter d'abord et avant tout avec le Flash Info. Et on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Actualité dans le monde, actualité internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu le lundi 22 septembre 2025 au siège des Nations Unies à New York par le secrétaire général de cette institution, Antonio Guterres. Au cœur de leur discussion, les processus de paix en RDC et toutes les initiatives visant à mettre définitivement un terme à cette crise. À cette occasion, Antonio Guterres a salué les avancées diplomatiques en cours. À l'aube de ses 80 ans, l'Organisation des Nations Unies amorce une réforme budgétaire et organisationnelle pour améliorer son efficacité. Le lundi 22 septembre 2025, elle a présenté des estimations révisées de son budget programme pour 2026 avec une réduction annoncée de 527 millions de dollars américains, soit 15,1% de son budget ordinaire par rapport à l'année précédente. Cette révision s'accompagne de la suppression de 2681 postes équivalent à 18,8% des effectifs concernés par le budget régulier. Sachez également que le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, obtient le soutien de la ministre des Affaires foncières, Onej Tsele, pour l'opération d'identification, de sécurisation et de valorisation des biens des anciens combattants. Au cours d'un entretien tenu le lundi 22 septembre 2025 à Kinshasa, les deux personnalités ont passé en revue toutes les questions nécessaires en lien avec cette initiative bénéfique pour les anciens combattants. À noter que cette rencontre s'inscrit dans la logique des réformes envisagées par Eliezer Ntambwe pour l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants ainsi que de leurs dépendants. La 59e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 19 septembre à Kinshasa a pris acte de la note d'information du ministre d'État, ministre du Développement rural, sur l'urgence du désenclavement des zones de production par l'aménagement des routes stabilisées, ce qui constitue une action prioritaire pour le développement du milieu rural. À en croire le compte-rendu du Conseil des ministres, le ministère du Développement rural voudrait donc innover avec une pratique visant à promouvoir et à appuyer les routes en terre stabilisées, confectionnées avec un produit stabilisant écologique pouvant permettre de protéger l'usage de la route durant 3 à 5 ans minimum. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre la prochaine rubrique. Il s'agit de l'écho du jour présenté par Gardi Yana. Lui nous parle de l'administration publique rénovée. Mais bien sûr, pour quelle république en marche? Gardi Yana sera avec nous tout de suite après ceci. Salut à tous, bienvenue dans ce acte D aux urgences de l'économie, la chronique. La dernière fois, on a évoqué la valorisation de métiers, une initiative du ministère de la formation professionnelle, mais on va rester dans ces droites lignes des réformes qui nous mènent vers la création de la classe moyenne. Et cette fois, on va parler d'une décision du gouvernement congolais qui, certes, est une décision renouvelée puisqu'il s'agit d'une orientation, d'une disposition de la loi qui existe depuis des années. Souvenez-vous, depuis les années 79, la loi de 79, notamment modifiée en 1990 puis en 2012 sur la protection du petit commerce réservé aux nationaux. Eh bien, le gouvernement Judith Suminwa revient pour pouvoir appliquer cette disposition de la loi. Mais la grande question, c'est est-ce possible de pouvoir le faire? Car cette loi qui existe depuis, révisitée en dernière fois en 2012, pour permettre aux Congolais de bénéficier justement d'un environnement sain, sans concurrence déloyale, et leur permettre de bénéficier de ce que leur revient de droit. Aujourd'hui, la nécessité de pouvoir réactiver encore, d'appliquer cette loi, naît du fait que le gouvernement congolais est dans une série
d'actions pour pouvoir permettre à ce que l'économie locale puisse revivre. Aujourd'hui, il est avéré, la protection du petit commerce est une jonction indispensable vers la promotion de l'économie locale. On a une population qui a une forte propension vers l'informel, le secteur privé détenu par les expatriés, la promotion des petites et moyennes entreprises, encore une difficulté au regard de l'accès au financement pour la plupart des entrepreneurs et opérateurs économiques congolais. Dieu merci, quelques projets sont sortis du lot comme le projet PADAM PME, aujourd'hui Transform, qui ont permis à ce que 2, 3, 4 portions de Congolais puissent avoir accès au financement et qui leur permettent aujourd'hui de s'établir comme des petites et moyennes entreprises. Là encore, on n'est pas à ces niveaux-là. On est au niveau le plus micro de l'économie congolaise. Le petit commerce, notamment pour une société de Kinshasa tournée vers le marché de services, notamment le commerce, il s'agit de ces petits marchés qui vendent en détail. Il vous souviendra que si vous allez dans des marchés, vous trouverez, allez, dans les cas le plus tonitruant, nos frères et sœurs chinois, qui sont dans la commercialisation de petits objets, de petits produits en détail, allumettes, tomates et bien d'autres encore. Dans une économie aussi, je dirais, extravertie comme la nôtre, il était donc important de pouvoir faire observer cette disposition qui est nécessaire dans l'idée de protéger l'économie locale, qui est un élément essentiel de vitalité de l'économie d'un État. Surtout un État qui a cette propension vers l'externalisation. Et donc l'idée de pouvoir appliquer cette mesure rentre dans la droite ligne de créer un climat économique apaisé pour permettre aux Congolais d'avoir des niches, question de leur permettre d'être productifs, de remplir leurs fonctions d'agents économiques et de permettre à l'État, qui est parti sur une réforme fiscale, notamment de pouvoir prélever l'impôt sur les revenus des personnes physiques au-delà de salariés. Parce que ce n'est pas qu'une question de salariés, de ceux qui sont dans des bureaux ou ceux qui pratiquent un métier qui rémunère aussi grand, mais même au niveau de différents secteurs, notamment le commerce, on peut prélever pour ceux qui font un chiffre d'affaires, mais à une proportion bien détaillée. Et donc, il est essentiel aujourd'hui de pouvoir accompagner cette mesure. Est-ce possible de pouvoir en arriver? J'en appelle à la réactivation et à l'amélioration de conditions des inspecteurs de l'économie qui sont une jonction essentielle pour pouvoir arriver à appliquer cette politique-là, mais également à veiller sur la plupart de nos frères avocats qui ont la tendance à faciliter la plupart de ces expatriés avec des prête-noms ou encore des fausses, j'ai envie de dire, des joints de venture faussés, question de leur permettre de continuer à avoir la mainmise sur l'économie locale. Les Culins n'ont pas travaillé, la plupart sont coopérants. L'économie au niveau du secteur alimentaire est ténue par l'informel, bien que les supermarchés envahissent notre ville aujourd'hui. Et donc, il est important de donner un cadre propice à ces femmes et hommes qui ont pour essentiel ou comme exclusive profession le commerce dans la vente des détails et le petit marché. Pour y pouvoir y arriver, il faudra donc que le contrôle citoyen soit démise. On demandera donc à chaque Congolais, à chaque fois que vous verrez un expatrié rentrer dans ce qui est interdit par la loi, apprenons à dénoncer. C'est comme ça qu'on fera œuvre utile. Mais également à ceux qui sont censés encadrer ce travail-là, il faudra leur mettre dans le moyen. Et donc cette mesure est également essentielle. S'aligne dans ce corridor des réformes qui permettra à ce que l'économie locale puisse revivre. On aura besoin de l'accompagnement de tous. Et c'est alors que même l'Inspection générale de finances, qui, dans ses avis consultatifs, peut permettre à ce que nous puissions avoir un angle de vue assez cohérent pour permettre à ce que le travail de contrôle sur place, notamment avec les inspecteurs de l'économie, puisse avoir un angle de vue un peu plus large et convenable pour éviter la plupart de mécanismes de contour qui permettent à ces gens de nous endormir. Alors, pour conclure avec cette chronique, la nécessité de cette mesure se résume dans le fait que cette économie aujourd'hui, détenue par les expatriés, a besoin de niches pour pouvoir permettre une productivité locale et permettre également à l'État congolais d'avoir une droite ligne qui lui permettra d'avoir des agents viables
est capable d'intervenir. On lui reproche souvent de ne pas être en mesure de pouvoir intervenir dans l'économie, mais dès lors que la productivité des Congolais se met sur une marge de progression, c'est alors que le guichet de refinancement de la Banque centrale pourra faire un suivi énorme sur le banque commercial, la plupart en surliquidité, particulièrement le banque de proximité, question de leur obliger de financer ces Congolais qui sont dans une niche bien définie, qui vivent cette forme de protectionnisme national de l'État et leur permettre d'avoir des marges de progression et de grandir, pourquoi pas demain devenir des juniors, des seniors, et après pourquoi pas devenir des majors et avoir des firmes congolaises capables de rivaliser avec les sociétés venues de l'extérieur. Cette mesure est essentielle et permettra justement de nous amener vers la création de richesses, tant voulue par le chef de l'État, mais dans la méthodologie, posez encore problème depuis un certain moment. Seul bémol, il ne faudra pas que le pesanteur politique annule ses efforts. Il ne faudra pas que le pesanteur politique permette aux expatriés, encore une fois de plus, de se moquer de Congolais, visiblement qui vivent le calvaire sur leur propre sol. À très vite pour un prochain numéro. La prochaine rubrique, c'est le quiz. Et pour animer cette rubrique, nous recevons Joti Lofonde. La question qui se pose, d'ailleurs, vous avez compris le quiz, c'est une question sur comment créer une entreprise. Ah bah oui, c'est une question qui revient très souvent lorsqu'on fait circuler le micro. Joti, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je me pose également cette question et je nous la pose. Comment faire pour créer une entreprise? Et je pense que votre rubrique donne d'abord et avant tout la parole à la population. C'est ce qui a été fait, justement. Évidemment. Qu'est-ce qui a été prévu? Bon, alors nous avons réussi à faire quand même un baladeur pour avoir quand même la réaction de différents Congolaises et Congolais, particulièrement le Kinois, sur cette question. Une question que beaucoup de personnes ne se posent presque pas, mais peu de personnes se posent, mais n'arrivent pas vraiment à connaître le début de comment commencer à créer sa propre entreprise. Alors, si vous le permettez, nous allons faire lecture de ces quelques personnes et on se dira quoi après. Avant ça, quelle a été votre motivation principale? Pourquoi avoir porté votre choix sur la création d'une entreprise? Qu'est-ce qui s'observe? Ce qui s'observe, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, les gens veulent entreprendre. Les gens veulent faire créer leur entreprise. Mais ce qui est mal, c'est qu'on ne respecte pas, on ne connaît presque pas les critères pour créer sa propre entreprise. C'est ce qui se remarque très souvent à Kinshasa. Vous verrez les gens qui commencent très bien à mettre sur pied une entreprise comme une gargotée, un restaurant, mais après 5-10 ans, même pas une décennie, il y a une chute totale et on ne sait même pas se reconstruire pour redémarrer son business. Et pourquoi? Parce que les gens ne savent pas les différents critères qui font en sorte que l'on puisse créer son entreprise. Très bien, on va donc, comme vous venez de le dire, écouter ce que pensent ces gens autour de la création d'une entreprise. Comment font-ils, justement, c'est la grande question. On va suivre avec vous ce qu'ils en pensent et on se retrouve après pour avoir la bonne définition et les étapes qui concourent à la création d'une entreprise. C'est parti. Premièrement, je dirais qu'il faut avoir l'idée de faire quelque chose. L'idée, comme par exemple, donc je peux dire, si tu as l'idée, là tu peux créer une entreprise. Mais si tu n'as pas l'idée, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. Entreprise net na mboka na biso et surtout pour na biso ba Kinois en particulier ba Congolais. Les choses sont peine difficile parce que mon pas réaliser projet et entreprise faut apprendre. Deuxièmement, mboka na biso ba climat d'affaires est favorable. Ce qui va arranger le climat d'affaires dans mboka na biso ba jeune, je pense qu'on créer ba mini entreprise pour mboka développer. L'entreprise bandara toujours so mutu azana esprit ya créativité. Ndeti mama awa so botali mupanzi awa bozomona moi plateau maki moi ti moi manteka c'est aza déjà na créativité. Siko soki pe ba banque moko boyezala ba ofongola ba banque pona bato baza déjà na initiative ba appuyer bango et ça la bien. L'aime sous somba plateau moko maki. Ala ndiara l'aime sous moi
4 000, 5 000 francs. Aluka pe ateka na moi prix moko boy. Mais si il est là, par exemple, na banque moko boy ba pese au moins 1 million, 2 millions. Abaksa na fond na l'aime sous ateka sous maki mi ba 2500 et gros qui t'en a 1000 francs. Nous venons de le suivre, ça paraît anodin, mais c'est quand même une réalité qui s'observe. Beaucoup ont du mal à réunir toutes ces étapes essentielles pour la création d'une entreprise. Et heureusement que vous êtes là, vous apportez des précisions. Comment faire, c'est la question, pour créer une entreprise? Évidemment, Gichungu, en tout cas, c'est une question très cruciale, mais il est vraiment impérieux pour nous d'apporter lumière sur cette zone d'ombre. Alors, il y a des critères pour créer sa propre entreprise et que nous devons tous se respecter pour que nous puissions nous frotter les mains, taper à la poitrine que nous sommes notre propre DG. Alors, les critères sont multiples, mais je vais devoir citer au moins 4 de ces critères. Le premier, c'est établir un plan business. Établir un plan business, il y a aussi préciser les plans de financement et choisir le statut juridique et en fin de compte, Gichungu, constituer les capitales qui vous permettraient de mettre sur pied votre entreprise. Ça paraît très savant, on doit faire un effort d'être un peu plus explicite, ceux qui nous suivent doivent comprendre. Lorsqu'on parle d'établir un plan business, qu'est-ce que vous voulez exactement dire? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un aperçu général de votre entreprise que vous voulez mettre sur pied. Il va falloir que vous puissiez connaître tous les coûts que cela pourrait demander. Tout ce que vous voulez que ça puisse être réalisé. Parce qu'une entreprise n'est pas quelque chose qui doit se créer du jour au lendemain. C'est toute une idée qui commence par la tête et c'est tout un processus. Et pour ce faire, il y a 2 étapes qu'il faut franchir. Alors le business plan vous permet d'abord, vous, d'avoir un aperçu général de ce que vous voulez pour votre entreprise. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est de préciser le plan de financement. C'est-à-dire que ce plan de financement permet d'estimer le chiffre d'affaires et de votre affaire, de votre activité et d'évaluer les montants que cela peut demander. Vous voyez, Gichungu, toute entreprise est différente l'une de l'autre. C'est vrai que toutes sont des entreprises, mais chaque entreprise est différente partant de leurs coûts. Alors, si vous voulez mettre sur pied une entreprise, vous devrez tout justement calculer les coûts que cela peut demander. Parce que vous aurez un personnel qui doit être payé, vous aurez des situations inattendues qui peuvent surgir. Alors, vous êtes vraiment impérieux de pouvoir observer ce qu'on appelle, préciser le plan de financement. Et le troisième point? Le troisième point, c'est ce qu'on sait bien sûr choisir un statut juridique du Gichungu. C'est là vraiment où les grands problèmes... Quels sont les différents statuts juridiques qui composent les différentes entreprises? Donc, nous avons d'abord la SRL, Société de responsabilité limitée. Il y a aussi SA, Société anonyme. Ce sont là les différents statuts juridiques que vous pourriez choisir pour votre entreprise parce qu'il va falloir que vous ayez une base juridique qui vous couvre pour que vous mettez sur pied votre entreprise. C'est pour donner valeur, c'est pour vous donner vie à l'entreprise dont vous êtes propre DG. Et tout ceci, il faut les avoir avant même de lancer votre activité? Évidemment, il faut l'avoir impérativement parce que vous voulez bien sûr faire quelque chose pour que ces derniers ne puissent pas mourir dans un jour proche ou lointain. Alors pour maintenir sa survie des années, voire des décennies, il faut remplir toutes ces conditions. Et les derniers points? Les derniers points, il s'agit bien sûr de constituer le capital. Constituer le capital, ça veut dire que vous devriez mettre à disposition Gichungu tous les moyens possibles, tous les moyens financiers qui vous permettraient bien sûr de pouvoir réaliser. Parce qu'il y a quelque part dans les centres d'écriture, il est dit, qui est celui qui ne peut pas calculer le poids d'une maison avant de la construire. Donc, avant que vous ne construisiez une maison, il va falloir que vous calculez toutes les dépenses que cela entraînerait. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez mettre sur pied votre entreprise. La plus grande des choses serait d'avoir un financement colossal qui vous permettra de réaliser ça. Merci pour ces précisions. On vous retrouve déjà demain. Tout à fait. Pour un autre sujet. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Comment les Congolais ont-ils perçu la baisse du taux de dollar en République démocratique du Congo? Je vous prie de suivre la rubrique qui nous est proposée par Olivia Kitambala. Il s'agit ici du Peuple s'exprime. On se retrouve juste après. Dollar ekiti batu ya wenze ba meka ko réduire pe pour to ba dollar ekiti à partir carburant.
au moins na biloko yoti musika iye carburant ça na nous likolo. Alors peut sa raison carburant da cher ndeni nga na taxer cherté. Le quoi carburant équité dollar et la santé qui équité il faut les dollars équité carburant équita et puis bah maman ya wenze bon on peut voir que c'est pas marchandise na bango to confirmer que dollar équité. Dollar équité pour la servir parce que la futa randako $120. La futa randako $120 mais ceux qui n'a pas ça bailler bon on a franc congolais à tout mettre un taux de l'échange 30 000 19 500 comment on a mongo équité un théâtre. Dernièrement, tu as Banque centrale a joué qui 50 millions à tenir marché. Donc, ceux qui 50 millions en est dollars et comme matanango. Ceux qui vraiment que dollars est basé na posa dollar et comme stable na mboka na biso. Les a facile, les a juste kaka. Kotika ko dépendre na libanda. Comment créer juste biso moko na kati ya mboka. Ce qui est plus important c'est ça. Qu'on soit 100 millions côté na marché, lobby et aussi na dollar et kozonga na 28. Dollar et kitite. Oza ko, hein, tokolo bani, oza ndeti effréné mo moke. Dollar et kita, poto ba dollar et kita. Il faut au moins 8 millions so likolo wana elongo na ndeko kita dollar. Pondé za wana na ope so 3 jours et oya doubler. Et ça la ka bongo. La salaire réduction après ba doubler. Dollar et kita na wana. Nazana esengo mingi pona kokita ya dollar. En tout cas, et ça biso bien mais tolingite esuka kaka wana, il faut ekita lisusu makasi. Il faut monnaie na biso franc congolais et zo valeur plus que dollar. Ndé souci na biso parce que komata ya dollar ezonyokola mutu nyonso. Ezonyokola batu nyonso donc congolais nyonso souci na ye eza dollar et ekita. Ce qui dollar ekiti lelo en tout cas gouvernement oyo toko sepela na bango makasi eloko ya liboso bako ko sala eza kaka dollar ekita. Et pour commenter cette actualité, nous avons prévu recevoir pour vous un chroniqueur, analyste, avec qui nous allons aborder notamment la question de la baisse du taux de dollar en République démocratique du Congo. Il s'appelle Amédée Moirabou, bienvenue à vous. Merci. Alors, beaucoup de Congolais ont réagi par rapport à cette actualité. Certains disent même et pensent que c'est un coup de baguette magique, quels ont été les facteurs qui ont impacté sur cette baisse du taux de dollar. C'est la question. Oui, en fait, il faut dire qu'actuellement, il se passe une opération au niveau du secteur bancaire. C'est que la Banque centrale a lancé une opération d'actualisation du taux d'échange applicable à la réserve obligatoire cristallisée de décembre 2021. En fait, ça paraît un peu trop savant, c'est que chaque banque commerciale est tenue de verser une réserve obligatoire au niveau de la Banque centrale. Alors, il s'est fait qu'en décembre 2021, il y avait un certain nombre de banques qui n'avaient pas déposé au niveau de la Banque centrale la réserve obligatoire requise, ce qui fait que la différence là a été cristallisée, c'est-à-dire figée à un taux de 1999 francs congolais les dollars. Alors, comme il y a eu une très grande évolution, vous voyez qu'on était déjà arrivé à 2850, 2800 le franc congolais, les dollars américains. C'est ainsi que le nouveau gouverneur, dans sa politique, il a écrit à toutes les banques qui avaient ces litiges-là de pouvoir s'acquitter de ces différences. Alors, ce qui fait que chaque banque commerciale doit faire en sorte que se conformer à la réglementation de la Banque centrale. Pratiquement, ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent des francs congolais sur les marchés de change pour reverser à la Banque centrale du Congo. Alors, comme vous savez, les prix du franc congolais et d'une devise sur les marchés d'échange, en fait, ça résulte de la loi de l'offre et de la demande. Alors, comme actuellement, il y a cette demande forte-là des banques commerciales à pouvoir avoir plus de francs congolais pour s'acquitter de leurs devoirs auprès de la Banque centrale, c'est ce qui fait que la monnaie nationale s'apprécie. Parce qu'ils prennent les dollars qu'ils ont en surplus pour acheter des francs congolais afin de pouvoir payer ce qu'ils doivent à la Banque centrale. Et ça, on peut dire que c'est ponctuel. C'est juste parce qu'il y a eu
cet arrangement-là avec les différentes banques, qu'on constate la chute, la baisse du taux de dollar, et par la suite, ça va répondre le taux initial. Effectivement, ça, c'est une situation conjoncturelle qui contribue à ce que nous observons sur les marchés de change. Cette opération, la Banque centrale compte la mener de mi-septembre 2025 à mi-décembre 2025, donc durant 3 mois. On va voir si la baisse va continuer ou ça va perdurer même au-delà de cette opération. Il y a quand même une autre question qui se pose sur la stabilité du taux de change. Nous avons vu, par les années qui courent, notamment les années passées, le taux de change être un tout petit peu instable. C'est vrai que depuis un temps, on parle de 28, mais il y a eu une période où ça bougeait un peu trop. Il y avait plusieurs mouvements de ce taux. Aujourd'hui, on est à 27. Est-ce que ça ne sera pas une histoire qui va se répéter? Oui, ça pourrait se répéter dès lors que nous ne prenons pas les réformes structurelles qu'il faut pour garantir une valeur stable de notre monnaie. En fait, les problèmes avec les fluctuations récurrentes que nous avons toujours eues, cela traduit les niveaux de notre économie. En fait, pour qu'une monnaie puisse rester stable pendant longtemps, il faut des facteurs structurels qui peuvent faire en sorte que cette monnaie reste stable pendant un long moment. Et c'est ça, c'est ce qu'on a toujours dit, que nous devons avoir d'abord une stabilité macroéconomique. Et la stabilité macroéconomique fait que, c'est-à-dire qu'il faut regarder les taux d'inflation. Les taux d'inflation doivent être maîtrisables. Actuellement, on est à moins de 6%, c'est une bonne chose, mais il y a 2 ans, on était à plus de 23%, et ça, ce n'était pas une bonne chose. Donc, il y a les taux d'inflation qu'il faut surveiller, il y a la valeur de la monnaie même sur la masse monétaire à travers le marché. C'est pourquoi la Banque centrale doit toujours veiller à ce qu'il y ait les niveaux requis des monnaies en circulation. Puisque s'il y a trop de francs congolais en circulation, ça va fluctuer vers les bas. S'il y en a, comme actuellement là, il y a rareté de francs congolais et ça s'apprécie. Donc c'est tout ça. Stabilité du cadre macroéconomique donc, mais aussi, comme on l'a toujours dit, il faut diversifier notre économie. L'économie congolaise n'est basée que sur un secteur, le secteur minier, ce qui n'est pas bon. Parce que si les cours des matières premières tombaient sur les marchés, au niveau du marché international, il y aura des répercussions en interne et notamment sur la monnaie. C'est pourquoi on a toujours dit que nous devons diversifier notre économie en développant par exemple l'agriculture, en finançant les PME pour avoir une économie qui soit résiliente aux chocs extérieurs ou intérieurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette chute du taux de dollar est une prouesse pour le gouvernement congolais? Non, ce n'est pas une prouesse parce que de toute façon, ça fait 3 jours seulement que cela s'observe. Vous savez, le marché des changes, c'est un marché très fortement volatile. Donc, il faut observer au minimum pendant au moins 3 mois pour voir quelle sera la tendance. Est-ce que la monnaie nationale va continuer toujours à s'apprécier sur le marché des changes ou pas? C'est vrai que depuis que l'année a commencé, la monnaie nationale, le franc congolais, s'est apprécié de 1,85% selon les données de la Banque centrale. Est-ce que ça va continuer à s'apprécier puisque la tendance générale, c'est que notre monnaie se déprécie de manière épisodique? Nous avons également connu des périodes où il y avait baisse du taux de dollar, mais aucun impact sur le panier de la ménagère. Oui. Est-ce que ça sera le cas cette fois-ci? Mais cette fois-ci aussi, jusque-là, si vous observez on est à 72 heures, ça s'explique quand même. Justement, si vous regardez, jusque-là, il n'y a pas encore d'impact par rapport au prix. Si vous payez au prix sur le marché, parce qu'on comprend les commerçants, ils ont eu à faire leur stock peut-être il y a 2 semaines, même si les francs congolais s'appréciaient sur le marché, ils doivent observer pour voir si dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, quand ils vont s'approvisionner en leur stock, les taux seront toujours les mêmes. Donc, on est à un temps d'observation. Il faut un temps relativement long pour que ça puisse avoir l'impact sur les prix des biens et des services. Alors, j'aimerais un tout petit peu qu'on commente d'une pierre deux coups
une étude que vous avez eu à mener, un article d'ailleurs que vous avez écrit, un article qui parle de la relance de l'économie en République démocratique du Congo avec notamment les 4 factures que doit payer le gouvernement de la République démocratique du Congo pour assurer cet envol économique. Parlons-en un tout petit peu. Quelle a été d'abord la motivation de cette recherche? La motivation, c'est que, et vous conviendrez avec moi que la RDC, nous sommes un grand pays, mais il s'est fait que nous ne jouons pas encore les rôles qui devraient être les nôtres, que ce soit déjà au niveau du continent africain. Parce que quand vous regardez dans le Maghreb, tous les pays, ils sont en pole position sur le plan économique. Il y a une embellie économique. Quand vous regardez dans l'Afrique de l'Ouest, il y a le Nigeria qui joue son rôle des locomotives. Vous regardez en Afrique australe, il y a l'Afrique du Sud qui est la locomotive économique de cette partie de la région et même du continent. Mais la RDC n'est pas la locomotive de l'économie africaine, encore moins de l'Afrique centrale. C'est par là que je regardais, je me suis dit, en parcourant d'ailleurs l'histoire économique de notre pays, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de projets qui étaient élaborés en coopération avec le gouvernement, mais qui ne sont jamais réalisés. Tenez par exemple, c'est comme ça que je suis arrivé à ces 4 factures. En fait, il s'agit juste des projets déjà réalisés par les gouvernements avec les bailleurs de fonds, les bailleurs financiers et techniques, mais jamais réalisés. En 2013, le PNUD, en concertation avec le gouvernement, a produit un programme sur l'accès universel de l'électricité en RDC. Et ce programme-là devait s'exécuter en 10 ans, c'est-à-dire de 2013 à 2023, pour arriver à un taux d'électrification de 100% en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et la facture qui était évaluée pour ces projets, c'était 66 milliards de dollars. Aujourd'hui, vous constatez avec moi que nous avons des problèmes d'électricité. Le taux d'électrification de la RDC, il est parti de 9%. Aujourd'hui, il est autour de 20%. 20%, nous sommes parmi les pays avec les taux d'électrification les moins faibles au monde. Et ça ne peut pas permettre notre développement. Donc ça, c'est une facture importante. Parce qu'on dit que l'électricité, c'est la ressource souveraine. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'électricité qu'on peut produire toutes les autres ressources. La RDC ne peut pas se développer dans l'obscurité. Nous devons nous développer par l'électricité. Et quand vous pensez que la RDC peut être à même de payer cette facture de plus de 66 milliards de dollars. Milliards de dollars, ce n'est pas la porte à côté. C'est ça le vrai challenge. C'est-à-dire que c'est ça. Tant que nous ne pourrons pas être en mesure d'électrifier notre pays suffisamment, ça veut dire que nous allons faire des petits pas, ce que j'appelle des pas de tortue, et nous n'allons pas nous mettre résolument sur le chemin de l'émergence. La deuxième facture, ça parle des routes. En fait, ça c'est un projet de l'Office des routes. Si vous allez sur le site de l'Office des routes, c'est mentionné. Il y a un projet de 60 milliards de dollars pour moderniser les 58 000 km de routes d'intérêt national. L'ensemble du réseau routier de la RDC, c'est 153 000 km de routes. Mais on a pris une portion, c'est-à-dire 58 000 km de routes d'intérêt national, on a évalué ça à 60 milliards de dollars. Vous connaissez l'expression, là où passe la route, le développement suit. La RDC, c'est un pays vaste, 2 345 310 km². Nous sommes très vastes. Je vous donne juste un exemple. L'Afrique du Sud, qui est moins dense que nous, a 158 000 km de routes asphaltées, bétonnées et tout ce que vous voulez. 158 000 km de routes asphaltées en Afrique du Sud. En Égypte, c'est plus de 100 000 km de routes asphaltées. Et en RDC, parlons-en. En RDC, et quand on parle de 58 000 km de routes d'intérêt national, vous voyez que c'est... Réunir le pays en un point. Voilà, c'est-à-dire qu'avoir des voies de connectivité pour permettre à ce que les moyens de production puissent se produire et faire en sorte qu'il y ait cette connectivité et déclencher en fait le développement du pays. Donc ça, c'est quelque chose de...
On ne peut pas échapper à ça. L'électricité, les infrastructures, troisième routière. Et troisième facture, c'est il y a une politique du gouvernement qui parle de la politique d'industrialisation. Ça a été fait sous le ministre de l'Industrie, Julien Palou, quand il a produit un programme d'industrialisation de la RDC. Ce programme-là est évalué à 58 milliards de dollars. Sans l'industrie, la RDC ne peut aller nulle part. Dans ces pays, nous n'avons pas connu une révolution agricole. Nous n'avons pas connu une révolution industrielle. On ne connaît pas non plus une révolution technologique que tous les autres pays avancés sont en train de vivre actuellement. Et comment le challenge, c'est quoi? C'est que l'industrie, on produit plus avec peu. Parce qu'on ne peut pas produire davantage pour 120 millions de Congolais avec la main, avec la houe, avec la machette. Non, il faut la mécanisation de l'agriculture, il faut des industries de transformation. C'est ça qui pourra faire en sorte que le pays puisse faire un bond substantiel sur ce... Et la quatrième facture? Et la quatrième facture, c'est juste la relance des entreprises du portefeuille de l'État. Ces entreprises-là, ils sont au nombre de 99 entreprises du portefeuille de l'État, mais toutes ces entreprises sont des canards boiteux. La plupart, ils sont en faillite. Ils ne contribuent plus à la création des richesses en RDC. C'est l'ONATRA, c'est la SNCC, Sakima, voilà, ils sont dans tous les domaines. Et ces entreprises-là occupent de pans entiers de notre économie. Pour relancer ces entreprises du portefeuille de l'État, il faut 8 milliards de dollars. Et donc, quand vous prenez les 66 milliards de l'électricité, 60 milliards pour les routes, 58 milliards pour le plan d'industrialisation et les 8 milliards pour la relance des entreprises du portefeuille, on tombe à quelque chose comme 190 milliards de dollars qui sont nécessaires pour permettre à l'RDC de se mettre résolument sur les rails de l'émergence économique. 199 milliards de 190 milliards de dollars. 190 milliards de dollars qui peuvent assurer l'émergence du Congo. Voilà. Et ça, il faut... En fait, le challenge qui devait être à tout gouvernement, c'est de faire en sorte que le pays, la RDC, et nous en avons les moyens, puisse dégager... Vous sentez quand même certains signaux lancés par le gouvernement avec cette deuxième mandature du président Félix Tshisekedi, les signaux dans le sens de répondre justement aux 4 factures qui doivent être payées? Les signaux sont là, mais ils ne sont pas à la hauteur des défis. Tenez par exemple... 1000 kilomètres commencent par un pas, dit-on. Oui, mais dans la bonne direction, attention. Vous pouvez commencer un pas, mais dans la mauvaise direction, et vous n'atteindrez jamais même le 20 km. Donc, il y a quelques signaux, mais c'est quasi embryonnaire. Tenez par exemple, le projet, les programmes économiques du gouvernement, les programmes quinquennales que la Première ministre avait défendu au Parlement, c'était 90 milliards de dollars sur 5 ans, soit 18 milliards pour chaque année. Vous voyez que les 18 milliards, c'est quasiment la moitié des 190 milliards dont je parle juste pour les 4 factures. Donc, ceci veut dire qu'il faudrait que les gouvernements puissent se donner les ressources humaines nécessaires, de gens, des experts qui savent comment créer, où trouver ces ressources-là pour financer ces infrastructures. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Et malheureusement, c'est tout ce qu'on ne fait pas. Merci beaucoup à vous, Amédée Boirabou, pour votre disponibilité. Merci, Guichongo, pour l'invitation. À chaque jour, un numéro, et à chaque numéro, une personnalité. Narzel et Coco nous ramènent un nouveau numéro portrait. Je vous prie de le suivre et on va se retrouver après. Le 10 indices de mon portrait du jour. Il est né le 5 février 1983 à Bokungu, de la province de la Chuapa, jadis Grand Équateur, en République démocratique du Congo. Fils cadet d'une famille de 8 enfants, de parents enseignants et proches de prêtres catholiques qui ont joué un rôle important dans son éducation, il était membre du mouvement catholique communément appelé Kizito Anuarité.
Il décroche son diplôme en section littéraire à l'école d'application Mbandaka EDAP en sigle en 2001 et quitte Mbandaka pour continuer ses études à l'université de Kinshasa en faculté de droit, option droit économique et social. En décembre 2020, il devient docteur en philosophie et en entrepreneuriat à une université chrétienne basée aux États-Unis du programme Eagle Scholars University. Le 2 juillet 2022, il est docteur honoris causa de philosophie en option humanitaire du Collège international de leadership basé en Californie. Il est également primé par l'ICN iChange Nations comme messager mondial d'espoir pour le fruit de son engagement pour le changement et le bien-être de la population congolaise à travers sa fondation. Il a commencé sa carrière en tant qu'avocat dans les secteurs de mines, du droit des affaires et de l'investissement privé. En qualité d'avocat et conseiller juridique, il gagne d'importants contacts au niveau national et international qui ont permis de se familiariser avec le monde des affaires. Il est actionnaire principal de son cabinet d'avocats dénommé JLM et Associates basé à Kinshasa en République démocratique du Congo, administrateur de société et président de sa fondation. Il est propriétaire d'un groupe de sociétés spécialisées dans le domaine de services immobiliers, mines, finances, hôtellerie et restaurants. En avril 2019, il est élu pour la première fois sénateur pour le compte de la province de la Chuapa et compte tenu de toutes ses contributions pour le développement de sa province et le bien-être de la population, les grands électeurs lui renouvelaient le mandat lors des élections sénatoriales de décembre 2023. En novembre 2020, il publie son premier livre, Les Congo d'après, nécessité d'un changement de cap post-Covid-19 aux éditions L'Harmattan. Mari est père de 3 enfants, dont un garçon et 2 filles. En mai 2019, il lance les activités de sa fondation avec comme objectif et mission d'accompagner les plus vulnérables de la société congolaise en le formant à devenir entrepreneur en collaboration avec de partenaires locaux, nationaux et internationaux qui permettent d'assurer la formation professionnelle et d'octroyer des microcrédits aux membres. En 2021, il sera nommé ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Après les élections de 2023, il sera reconduit à son poste cette fois-ci comme ministre. Je suis Guiloan Domboyo, président de la Fondation Widal. Et enfin, ce numéro avant de nous quitter, article 15, il s'agit aujourd'hui d'une vendeuse de bananes plantain qui accepte de partager avec nous son activité. Je vous prie donc de suivre ce condensé des Benita Mouini et on se retrouve après. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musana ndena sala kizira utangisa bana kubokola bana mwa na makambo mususu kwa tosalaka ndenge eza wana mama yanga mtasaki musala oyo tozotanga tozosala musala oyo na nde biso moko tomesai na musala oyo bon nde tondai kotekela liboso na nde tozotekela sikoyo eza mwa différent ata nde tondai koboma mbongo tokoka su koboma mbongo te mpo andini etekela eza mabe koteka moke boye ozomona otala bana otala malade otala klase ya bana mwa moya kobomba ta mbongo na ndako eza te so moko wana nzambe atie loboko nakoko ganye mpe nakoza ata mosu mwa 50 000 mpe nayebi mwa 10 000 eke na karte mwa 20 bana balie mwa 20 nakobomba na ngai bonde natekaka bona atiaka mwa karte na nga mwa likemba nga nazotia ntango nakozwa mbongo wana nayebi bénéfice na ngai yango wana to naotelanga mwa karte na ngai 10 000 nasuka te nakozwa mwa 300 000 na ngai 300 000 nakosanga ta mosusu eke na minaka bana mosusu mpe nakosala mwa eloko na ngai nzoto mosusu mpe nakoboka ta na kesi na bomi na kati ya ndako mikakatano eza ta mosusu nde tozwaka biloko oyo ezopola ezobeba ozomona moye tosala eza te mpo mwa eloko mesai nango kaka mootika eza te mama
oyo bavandi na ndako baosala eloko te bayaka tokota biso na kati ya todebrouye kaka bongo mpona oyo naozwa ya moke ana nzambe mpe azopesanga ndenge eza wana kovanda na ndako eza kaka mpasi oyo moko ozoluka na oyo akozela eza nde mosusu gouvernement ndenge yabimisa nde mbongo mpo bato bazala na mbongo mpo ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de nos programmes sur vos antennes.